Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Deuxième review de gamme de figurines, après celle que j'ai faite sur les Masters of the Universe Revelation par Mattel. Ici, je m'attaque donc aux figurines G.I. Joe Reaction produites par Super 7. Comme pour les figurines des He-Man, je n'ai pas l'exhaustivité de ce qui existe bien sûr. Je vous ai réuni ici toute ma collection. Comme vous le voyez, je me contente des personnages principaux des premières saisons. J'ai acquis ces figurines auprès de différents revendeurs, mais je vous conseille toujours la boutique Big Bad Toy Store, celle dont je parle toujours dans mes reviews Super 7. Boutique bien sûr américaine. Vous les aurez au prix de 20 $, la plupart sont encore accessibles. Celles qui ne le sont plus devraient être trouvables sur eBay à des prix à peine plus élevés, il n'y a pas trop de spéculation sur ces figurines. Funky Shop ne les met pas en vente, mais vous pouvez les lui commander, il ne saura pas toutes les avoir. Mais voilà, je dois toujours citer Funky Shop car j'en ai acquises quelques-unes aussi chez lui. Puisqu'ici j'analyse une gamme, eh bien cette vidéo va se baser sur la deuxième vidéo LPC, les 6 critères pour définir la qualité d'une gamme de figurines. Cette vidéo était basée sur un sondage que j'ai publié au début de l'année sur Facebook, afin de savoir quel était selon vous le critère le plus important. Je rappelle les critères, il y a donc la qualité de la figurine qui a fait elle-même l'objet d'une vidéo, la première vidéo LPC qui elle aussi était basée sur un sondage. Ça fait un peu Inception et poupée russe, hein. Mais vous allez vous y retrouver. Et donc elle se base aussi sur ces critères, enfin lors du sondage, maintenant j'en ai rajouté un 7e, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. La qualité de la figurine est en soi un critère pour définir la qualité d'une gamme de figurines, j'espère que vous me suivez. Ensuite, le rapport qualité-prix, l'accessibilité des figurines, la régularité des sorties, la pertinence des sorties et enfin le respect des échelles. Cette gamme a démarré en septembre 2021 avec donc une première vague qui contenait déjà pas mal de figurines, dont certaines que vous voyez là. Et depuis, ça sort à un rythme assez régulier, tous les 4-5 mois il y a une nouvelle vague. Nous voilà aujourd'hui avec 5 vagues à ce jour, et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il se pourrait qu'une 6e soit proposée. Ces figurines de la gamme Reaction ont été conçues dans le but d'être compatibles avec les bons vieux jouets Hasbro des années 80. Et à ce niveau-là, je vous montre une image d'Acer. Vous voyez, elles font la bonne taille, 9 cm et demi. En effet, quand on compare les deux Duke, ça fonctionne. Donc de ce point de vue-là, je peux déjà vous dire que Super 7 a rempli son objectif. Il avait également pour objectif d'être cartoon accurate, donc que les figurines cette fois et un look qui soit basé sur le dessin animé, le fameux dessin animé des années 80 qui a été diffusé entre autres au Club Dorothée. Vous verrez, j'y reviendrai dans les comparatifs, mais à ce niveau-là ça fonctionne aussi, ils ont bel et bien les looks adéquats. Car il faut savoir que nos joueurs Hasbro, eux, ne s'inspiraient pas ou très peu du dessin animé, ils l'ont d'ailleurs précédé. C'était souvent comme ça dans les années 80 avec les jouets, en tout cas les jouets américains. Et il y avait un autre objectif, du fait qu'ils sont de la même taille, ils doivent pouvoir être compatibles avec les véhicules. On y viendra dans la partie prise en main, test de prise en main des figurines, qui est donc inclus dans le premier critère qui est donc le test de la qualité de la figurine. Assez parlé pour l'intro, venons-en donc au premier critère, la qualité de la figurine qui elle-même est subdivisée en 7 critères. Super 7 est malheureusement une firme réputée pour ne pas respecter le client. Il n'y a pas de contrôle qualité, on l'a déjà vu avec certaines figurines Ultimate que j'ai chroniquées plus tôt dans l'année. Et les Reaction ne font pas exception. Regardez, Storm Shadow, il y a clairement une gratte blanche entre ces deux sourcils. Par ailleurs, merci Miss V pour ta petite aiguille, mais regardez son arc à flèche, il est cassé. Il n'était pas cassé dans la boîte, je dois être honnête, mais en le déballant, j'ai dû retirer le papier collant qui gardait coincé l'arc à flèche dans le blister et ça a directement cassé la corde en deux. Heureusement, bon, on peut rejoindre les deux bouts et l'illusion passe plus ou moins, mais tout de même. Voilà, ça témoigne encore une fois de la négligence de Super 7 sur cet aspect. Flint à présent, une figurine maudite avec Super 7, une longue histoire. Je vais pas vous faire l'injure de vous dire où est le gros problème. Sur le béret, vous l'aurez vu. Sinon, si on regarde bien, il y a des petits pets de peinture tout le long du béret. Tomax ou Xamot? Ouais, j'ai honte, je l'avoue, je n'arrive jamais à savoir lequel est lequel, mais je suis prêt à parier que la plupart des fans de G.I. Joe ont ce même problème. Mais regardez, ici, il y a de la couleur qui déborde sur ses cheveux. C'est pas un effet de style, hein. Ou là, un petit peu de peinture sur le torse, que je remarque à l'instant, je n'avais pas encore repéré. Les DJ à présent. Hop, pardon, voilà. Hop, les cheveux qui débordent. C'est pas un effet de style non plus. Quant à Baroness, eh bien, on dirait tout simplement qu'elle a fait une chirurgie esthétique ratée. Regardez le gros coup sur le nez. Je m'arrête là, le bilan de ce contrôle qualité, il est, vous l'aurez compris, négatif. C'est sûr, j'ai 14 figurines, les 9 autres n'ont a priori pas de problème de ce type. Je dis a priori car, vous l'avez vu, j'en ai remarqué un en direct avec vous sur Tomax ou Xamot. Il est possible qu'elles en aient aussi. Et en plus, ici, à chaque fois quasiment, c'est sur la tête, la partie la plus importante d'une figurine. Donc c'est un grand nom, mais malheureusement, ce n'est pas une surprise avec Super 7.
J'en ai pris 5 à titre d'exemple, celles qui me paraissent être les plus réussies, mais globalement, à 2-3 exceptions près, je trouve que ça fonctionne. Les figurines sont plutôt belles, et je précise un truc, il faut garder à l'esprit qu'elles sont petites. Je ne peux pas avoir, en tout cas sur cet aspect, le même niveau d'exigence que sur une figurine 1/10. Forcément, plus la figurine est grande, plus on peut y mettre du détail pour les comparatifs visages. Je serai un peu plus clément que d'habitude au regard de cet aspect. Et je trouve qu'il y a quand même du détail dans le sculpte. Regardez le visage de Destro, même celui de Zartan. Enfin bon, oui, en même temps, j'ai envie de dire des 5, mais tout particulièrement de ces deux-là, je trouve, eh bien, c'est pas mal. Il y a du détail alors que c'est une petite figurine, ce qui rend très bien. Donc je trouve que de ce côté-là, Super 7 reste fidèle à lui-même d'ailleurs, puisque j'ai déjà, comme je vous l'ai dit, chroniqué quelques grandes figurines. Je mettrai des liens à la fin des vidéos, peut-être même dans la description, pour ce qui est des figurines Ultimate. Ils savent y faire. Et bon, c'est un critère subjectif, donc je n'ai pas grand-chose à dire de plus, c'est un ressenti, vous pouvez ne pas être d'accord, et bien sûr, dans ce cas, dites-le dans les commentaires. Qu'on soit d'accord ou pas, hein, le but, c'est justement de pouvoir débattre aussi. On va passer à la prise en main. Prenons un titre d'exemple, Duke, le leader des G.I. Joe, du moins dans la première mini-série. Pour tester la prise en main, regardons un peu les articulations. Et d'abord, je dois déplorer qu'elles ne sont qu'au nombre de 5. La tête, les 2 bras et les 2 jambes, et c'est tout. Vous ne savez pas plier les bras, vous ne savez pas plier les jambes. Voilà, ça c'est un choix de Super 7, hein. C'est peut-être de la paresse, on appellera ça comme on veut. Mais rappelez-vous, sur les figurines d'époque, on savait beaucoup mieux les articuler que ça. Donc ici, c'est un vrai pas en arrière. Maintenant, les articulations en tant que telles sont bonnes. Elles sont rigides, mais pas trop. On peut lui faire le test du grand écart à 90 degrés, que ce soit 90 degrés ici entre les jambes et entre le bras et le bassin. On secoue, croyez-moi, je l'ai fait sur les 14 figurines, mais il n'y aura aucun souci, ça ne tombe pas. Donc le rapport rigidité-souplesse, il est excellent, mais ça ne suffira pas à faire rentrer cette catégorie dans le vert, car je vous l'ai dit déjà, le peu d'articulation c'est un vrai problème, d'autant que Super 7 a pour objectif que ces figurines soient parfaitement compatibles avec l'univers des G.I. Joe des années 80. Et là je reprends le Polar Bear, véhicule très culte de la deuxième gamme de 83, et Duke ne rentre pas dedans. Bon, je vais enlever son arme quand même pour faciliter le test. Donc le pilote est censé venir se mettre ici comme ça. Bon, il n'est plus de première beauté à mon véhicule, d'accord. Mais tout de même, il est encore parfaitement fonctionnel. Et non, non, non. On ne peut pas le rentrer. Et alors vous voyez, ils ont des trous ici sous les pieds, comme les figurines d'époque. Par contre, pas dans le dos. Là où les figurines d'époque en ont. Et ça peut être intéressant, je vous montre une image d'insert de mon hélicoptère. Bon, on ne le voit pas, mais vous pouvez me croire. Les figurines qui sont assises là dans le Tomahawk, elles le sont car elles ont un plug dans le dos qui s'enfonce dans le trou du siège. Voilà, c'est pour donner de la stabilité à la figurine. Tous les sièges de tous les véhicules n'ont pas ça, mais bon, voilà. Et malgré qu'on a ici, par exemple, les trous dans les pieds, ça, ils y ont bien pensé, eh bien, ça ne rentre pas dans le plug du véhicule. Ce n'est pas compatible. Voilà, j'ai plus beaucoup de véhicules des années 80 avec moi. J'ai fait des tests sur les autres véhicules. Je vous invite à le faire chez vous si vous avez des reactions et des vintage Hasbro. J'ai pas envie que la vidéo dure des heures, donc je vais me contenter de ce test-ci, mais la compatibilité n'y est pas. Il reste un dernier problème au niveau de la prise en main, et là c'est propre aux reactions en elles-mêmes. Pour ceci, nous allons faire appel à la chère Scarlett. Alors, elle peut tenir son arme, mais le problème, c'est que le trou de la main est trop grand. Il y a trop de jeu. Donc l'arme tient, mais pour peu qu'on la manipule un peu, elle risque de tomber, évidemment. Loi de la vexation universelle, tout se passe bien quand c'est devant la caméra. Et il y a d'autres problèmes. Là, je vais avoir du mal à vous le montrer, je vous explique, c'est que le phénomène inverse existe aussi. J'ai eu toutes les peines du monde à réussir à faire rentrer l'arme de Zartan dans sa main. Et je n'ose plus l'enlever car je suis content d'avoir réussi à la lui faire tenir et j'aurais bien trop peur de ne plus y parvenir. Au nom de la review, ce serait sympa de pouvoir le faire, mais bon, j'aimerais quand même pouvoir le refaire pour mon bon gré par la suite. Donc une arme qui ne rentre pas terrible dans la main, c'est pas génial non plus. Pour toutes ces raisons, même si oui, les articulations se manipulent bien, mais globalement, la prise en main est vraiment inintéressante, pas bien pensée, donc c'est un grand non. J'oublie un point pour la prise en main. De nouveau, je ne vais pas vous le prouver car là, je suis sûr que je ne parviendrai plus jamais à le refaire. J'ai eu un mal de chien à faire passer la sacoche de Scarlett par-delà son épaule et qu'elle la porte en bandoulière. Franchement, il faut, oui, la technique c'est qu'il faut, de mémoire, lever ce bras-ci, passer par au-dessus, jouer avec sa queue de cheval. Alors ça c'est cool la queue de cheval, car la figurine de 82, elle ne l'avait pas au passage. J'en profite pour le dire. Voilà, de nouveau, d'un point de vue prise en main, c'est vraiment pas top.
Est-ce que les figurines sont stables? Pour rappel, vous mettez une figurine genre à une dizaine de centimètres du sol, au garde à vous la posez, elle doit tenir. Bon, il ballotte un peu, mais il tient. Allez, je vais en prendre une autre. Ça va. Prenons une figurine féminine par exemple, avec leurs bottines et donc leurs talons. On pourrait penser que ça va être plus compliqué. Ça va, on va pas aller plus loin. De toute façon, j'ai fait davantage de tests en privé, je vais dire, je peux vous rassurer sur ce point-là. Ça marche, elles ont une bonne stabilité. Ce qui n'était pas forcément le cas des Hasbro d'ailleurs. Allez, pour une fois, un point pour Super 7 et les Reactions. Je vous prends pour exemple 5 figurines qui étaient bien mieux fournies dans leur version Hasbro. Je vous montre des images d'insert pendant que je parle. C'est tout ce qu'elles ont. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Dans l'intro de la vidéo, vous aviez les 14 figurines présentes sous vos yeux. Et je peux vous dire que même les figurines que je ne possède pas, c'est pareil. Tous les accessoires sont présents sur cette image. Il n'y a rien d'autre. Juste une seule arme par figurine la plupart du temps. Donc là, pour le coup, Super 7 déroge à sa réputation. Eux qui sont très généreux en accessoires avec leurs figurines Ultimate. Ici, ils ont clairement été radins. Et j'y reviendrai dans le critère du rapport qualité-prix. Passons au packaging. Voici donc une des boîtes des G.I. Joe Reaction. Je continue dans la lignée avec Duke, le héros. Je vous avais dit que Super 7 essayait donc de nous remettre dans l'ambiance des Hasbro. Eh bien, ils l'ont fait jusqu'aux boîtes. Alors, les illustrations, je ferai un comparatif, ne sont pas les mêmes, mais c'est tout à fait le même type de dessin en style comics. Bon, ici, forcément, il faut arracher la partie blister plastique pour saisir le personnage. Ici, j'ai recollé pour donner l'illusion. Et alors, à l'arrière, c'est assez sympa. Car ils ont été jusqu'au bout du délire où ils ont reproduit la carte à découper telle qu'on avait sur les figurines d'époque et bien sûr les autres personnages de la gamme présents qui sont illustrés au-dessus. G.I. Joe Snowcat holds 10 Joes and it's got a missile rack and torpedo skis. G.I. Joe! Cobra's on the run! Yo, Joe! G.I. Joe Snowcat. Other Joe and Cobra figures and equipment sold separately from Hasbro. Avant d'entamer les comparatifs, j'ai deux choses à préciser. De nouveau, il m'a été compliqué de trouver les bonnes images afin de faire les comparatifs. J'ai dû aller pour la plupart du temps puiser au sein des épisodes, essayer de trouver des images où on voit les personnages de face, tels que je présente mes figurines, et où on les voit en suffisamment gros plan pour avoir une image plus ou moins correcte. Et en plus, essayer de trouver une image où l'expression correspond, puisque toutes les figurines hormis Roadblock ont un visage neutre. Franchement, c'est pas facile. G.I. Joe sur Google, on est mal servi. Le deuxième point que j'ai envie de souligner avant de démarrer, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que les figurines sont petites. Elles ne font même pas 10 cm. Je ne peux donc pas exiger de Super 7 le même niveau de performance qu'avec une figurine qui fait 18 cm. C'est plus difficile pour les sculpteurs d'aller dans le détail quand le format est petit que quand il est grand. On a 14 figurines à faire. Démarrons les festivités avec Duke, le héros de la première mini-série, le visage emblématique des G.I. Joe avec Flint. Je n'ai pas grand chose à dire à son sujet. En gros, c'est plutôt réussi. Peut-être qu'ils lui ont fait un nez un peu trop large. Ils auraient dû l'affiner, et là c'était nickel. Sinon, la forme du menton... Bon, ils n'ont pas dessiné la petite fossette, mais ça encore une fois, je ne m'attarde pas dessus car la figurine est petite. Je me doute bien que c'est le genre de détail qu'on peut pardonner pour ce format-là. Sinon, la couleur des yeux, des cheveux, la forme des sourcils, les fossettes creusées, les grandes oreilles, tout fonctionne. On peut passer au suivant. Pour Commandant Cobra, je vais un petit peu rebondir sur ce que j'ai dit lorsque j'ai fait sa review de la figurine Ultimate, qui elle était donc grand format, car il y a un défaut qui est le même, c'est la ligne noire qu'on voit sur la visière. Je ne vais pas y revenir en détail car je l'ai expliqué justement à l'époque et je vous renvoie pour ça à sa review qui sera référencée à la fin de la vidéo ou dans la description de celle-ci. Il s'avère que la ligne noire n'est pas un ombrage, contrairement aux traces noires qu'on voit sur la droite là. Non, c'est vraiment une scission, probablement que sa visière peut s'ouvrir en deux même si on ne le voit jamais puisqu'on ne connaît pas son visage. Ça n'a pas non plus été redessiné sur sa version Reaction. Pour le reste, je dirais que la forme du masque est plus réussie que sur la version Ultimate. La bande grise, enfin argentée qu'on voit sur le dessus du casque est bien respectée. La forme du casque, ça fonctionne. Le coup, là, ils se sont trompés comme sur l'Ultimate, mais globalement, on va dire pour la figurine de cette taille, bah ça marche. On peut passer au suivant. Je vous propose une alternance entre les gentils et les méchants, donc entre les G.I. Joe et les Cobra. Revenons donc au G.I. Joe avec Snake Eyes.
Je précise qu'à l'heure où cette vidéo sera publiée, vous aurez déjà eu droit normalement à une review de sa figurine Ultimate. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne l'ai même pas encore déballé et donc je n'ai forcément pas encore tourné la vidéo. C'est juste une prévision que j'ai. Donc désolé s'il va y avoir de la redondance. Enfin, ou peut-être pas, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ici, j'ai envie de dire que ça ne fonctionne pas, et ce, malgré donc la taille de la figurine. Ok, c'est une petite figurine, mais il n'y a rien à faire. C'est un personnage casqué. Ils ont moins de marge d'erreur qu'avec un visage d'humain où il faut ciseler des yeux, du nez, enfin où il y a du détail dans le sculpte. Ici, il n'y avait pas grand-chose à faire. La visière est d'une part trop grande et en plus, les formes ne correspondent pas du tout. Par ailleurs, j'aurais envie de tacler un petit peu la couleur de sa tunique, qui est d'un bleu mauve, là où elle doit être plus gris-bleu et on tend vers le bleu marine dans le dessin animé. Après, c'est vrai que j'ai un fort éclairage que le dessin animé n'a pas, mais tout de même, je trouve qu'au niveau couleur, il y avait moyen de s'en rapprocher un petit peu plus. Mais rien que le manque de subtilité dans la visière qui fait toute la personnalité de ce Snake Eyes ne répond pas à l'appel, du coup, je vais dire non. Je me permets d'ajouter un petit addendum. Je tourne cette partie plusieurs jours après avoir fait le comparatif que vous venez de voir de Snake Eyes. Désolé, j'ai la voix enrouée, je suis malade. En ce moment, je suis en train de faire la review de sa figurine Ultimate. Donc forcément, je fais également des comparatifs avec le même support visuel qui est le dessin animé. Et en creusant un peu plus, j'ai constaté que finalement la couleur fonctionne. Ça dépend vraiment des épisodes. Ici, sur les deux exemples que je mets à droite de l'image, on voit bien qu'effectivement, sa tunique n'est pas forcément bleu marine, mais plus ou moins, mais d'un bleu qui tire un peu vers le violet. Bref, une couleur plus vive, donc quelque part ça fonctionne. En définitif, je vais donc mettre la figurine dans le mitigé et pas dans le négatif comme je viens de le dire précédemment dans la vidéo. Et je préviens, dans le bilan, il sera quand même mis dans le négatif. Je ne vais pas corriger toute ma vidéo, désolé, mais ça ne changera rien, vous verrez, puisqu'il y a quand même 14 figurines qui sont chroniquées. Et le fait que Snake Eyes ne soit non pas dans le rouge, mais dans le jaune, ça ne changera rien à la donne définitive. Mais voilà, je me devais d'apporter ce correctif, puisque je sais c'est tordu, mais la vidéo de l'Ultimate aurait été publiée avant celle de la Reaction, mais je l'ai tournée après. Je vous passe les détails, mais désormais je constate que la couleur est raccord à pas mal de plans dans les épisodes, pas à tous, mais on peut pardonner Super Seven sur ce point. Voilà, je ne devais d'être honnête. Passons au suivant. Venons-en à Destro à présent. Bon, j'ai deux remarques à faire. Tout d'abord, la couleur de son masque sur la figurine est d'un gris métallisé trop clair. Vous le voyez, c'est un gris bleu plutôt foncé. La deuxième remarque, c'est au niveau des sourcils. Alors ici, ils paraissent un peu trop surélevés sur le front, ils devraient plus coller aux yeux par rapport à la photo que j'ai mise. Mais là, je vais vous montrer une autre photo où ils sont détachés, donc ça peut aller. Mais ils sont légèrement trop fins. La forme de la bouche, avec son expression, le regard, le nez, le creux dans les joues, la forme du crâne, les oreilles, enfin, globalement, je trouve que ça fonctionne bien, pardon. Donc je vais dire que pour Destro, on est quand même dans le bon. Passons à la célèbre Scarlett à présent. Pour elle, j'ai pas grand chose à dire. Ici, c'est vrai que le teint de sa peau a l'air de ne pas correspondre. Hein. Elle devrait être plus palote. Mais ça, encore une fois, ça peut dépendre aussi bien de l'éclairage que d'un épisode à l'autre. Sinon, la couleur des yeux, la forme des yeux, ça fonctionne. Alors, on voit ici que ses cheveux retombent sur l'avant de son buste, de sa poitrine, ce qui n'est pas le cas sur la figurine, mais il y a d'autres passages dans le dessin animé où elle a la queue de cheval complètement à l'arrière. Donc ça s'annule. Je dirais que le rouge devrait être plus vif, plus pétant sur la figurine et que ses sourcils devraient être plus foncés. Après, le rouge à lèvres, la forme du visage, ça marche. Donc je dirais que Scarlett, on est encore dans le bon. Une femme emblématique en appelle une autre, c'est au tour de Baroness. Et comme pour Destro, j'ai deux remarques à faire. Il y en a une plus embêtante que l'autre de nouveau. La longueur des cheveux qui ne tombe pas assez bas, elle devrait arriver juste au-dessus de la poitrine. Quant au vert des lunettes, je parle de la couleur, pas du vert en soi, eh bien il n'est pas assez vert. Il devrait être plus appuyé, mais je pense que vu le format de la figurine, Super Seven a sans doute redouté que s'il l'appuyait suffisamment, on ne voit plus les yeux au travers. Et ça donne un très bon rendu, le fait qu'on voit les yeux. C'est un compromis que je peux pardonner au vu du format. Pour le reste, regardez la forme des sourcils qui dépasse tout juste du vert des lunettes, ça fonctionne. L'armature des lunettes, qui est appuyée par du noir sur le dessus, mais qui sur le dessous n'a pas cette structure, c'est fidèle. La forme du visage, le rouge à lèvres, la forme des cheveux, ça marche. Je vais dire oui, et on peut passer au suivant. À l'instar de Duke présenté tout à l'heure, il existe un autre personnage parmi les G.I. Joe qui peut se revendiquer comme étant le visage de la franchise, celui qui apparaît en tête de gondole dans tous les génériques à partir de la deuxième mini-série, Flint. Et là, j'ai l'exemple parfait pour donner du grain à moudre à mon moulin, comme quoi la ressemblance et la beauté, ce n'est pas la même chose. On m'a déjà dit dans les commentaires que ça allait de pair. Je ne trouve pas, car nous avons là, pour moi,
une figurine qui n'est vraiment pas belle esthétiquement parlant, mais qui ressemble au dessin animé. Voilà, donc c'est positif pour Flint. Je ne vois pas ce qu'on peut redire. Ce qu'il y a, c'est que dans le dessin animé, pour moi, il n'a jamais vraiment été bien dessiné. C'est un personnage qui a trop rarement joui de beaux traits. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à le choper, je ne sais pas, peu importe, on va pas s'attarder là-dessus. Le fait est que Super Seven, pour moi, a rendu une bonne copie. Vous pouvez regarder, peut-être le nez légèrement trop épais, et encore, c'est moins frappant qu'avec Duke, je trouve. Pour le reste, tout fonctionne. Je vais pardonner le logo qu'ils ont fait de manière grossière, mais ça c'est dû au petit format de la figurine. Ça va, on peut passer au suivant. Autre personnage iconique qui lui est du côté des Cobras, avant de passer à un moment donné dans l'histoire du côté des Joe, Storm Shadow, le ninja blanc. Bon, ici on n'a pas grand chose à observer puisque c'est plus ou moins un personnage masqué, mais justement je suis plus sévère avec ceux-là car il y a moins à faire, et l'expression du regard n'y est pas. Il a l'air beaucoup trop niais, candide sur la figurine, là où il doit avoir un regard beaucoup plus assuré et sévère. Il n'y a vraiment aucun détail sur l'avant du masque, alors qu'on doit deviner la forme de sa bouche. Il y avait moyen de faire un petit quelque chose quand même. Les sourcils, qui sont trop épais d'ailleurs, sont placés également trop haut. Ils devraient coller les yeux, être plus redressés, et ça donnerait un côté plus dur, plus sévère au personnage. J'ai envie de dire mitigé, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je suis un peu embêté, c'est vrai que Snake Eyes, du fait de la couleur, j'ai fait basculer dans le négatif. Ici, ouais, allez, mitigé. Lady J, là pour moi, on n'y est pas. L'expression du regard, c'est pas du tout ça. La coiffure n'est pas du tout respectée, même s'ils ont mis la mèche dans le bon sens. Ils se sont pas fait chier, je sais que c'est un petit format, mais quand même, on dirait quelqu'un d'autre. Le gloss des lèvres aussi n'est pas assez appuyé. Alors c'est bizarre, j'ai pas grand chose d'autre à dire, mais ici je reste sur un sentiment qui m'embête beaucoup. J'ai l'impression de ne pas voir la même femme. Là où Storm Shadow, je peux encore plus ou moins le tolérer, je vais dire. Donc ici, pour moi, c'est négatif. Le maître du déguisement, Zartan. Voici le contre-exemple de Flint, et c'est un cas plus courant puisqu'ici la figurine est belle mais pas ressemblante. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Tout d'abord, le maquillage sur son visage. Sur le dessus, ça va en gros, mais sur le dessous, les pointes qui normalement s'arrêtent à hauteur des lèvres, eh bien elles descendent trop bas, quasiment jusqu'en bas du menton. A l'inverse, la cagoule, elle est trop courte. Elle s'arrête au bas de la nuque alors qu'elle doit aller clairement plus bas. Elle doit être beaucoup plus allongée, tomber sur les épaules, et la forme sur le dessus de la figurine, sur le crâne, est trop proéminente. Ils ont trop accentué les ondulations, ça doit être plus écrasé. La couleur aussi doit être bordeaux et pas brunâtre. Et enfin les yeux, le problème éternel des méchants sur les figurines, que ce soit Super Seven, Bandai ou autre, de trop grosses pupilles, là où on doit avoir juste de petits points pour souligner le côté plus cynique, plus vil. Zartan, on n'y est pas. Pour Roadblock, j'ai rien à dire, ça marche. Très belle figurine, est ressemblante, on le reconnaît au premier coup d'œil. Peut-être la forme des moustaches qui doit être plus relevée, mais bon, ça c'est peut-être dû à l'expression qu'il a sur la photo. D'ailleurs, j'ai eu du mal à retrouver une expression dans le dessin animé, du moins dans la deuxième mini-série où il fait ses premières apparitions. Voilà, j'ai eu du mal à retrouver une expression où il a la bouche grande ouverte, le grand sourire. Tant pis, voilà, j'ai pris ce qu'il y avait de plus proche. Mais j'estime que ça fonctionne globalement pas mal. Peut-être que les sourcils devraient être légèrement plus épais, mais bon, là on pinaille, c'est une petite figurine. Passons au suivant. On approche de la fin, attaquons-nous à présent au Cobra Trooper, et là, je dois en avant-propos signaler que, vous le savez peut-être, mais il y a des centaines et des centaines de personnages qui ont ce look dans le clan des Cobras, avec ce même masque, ce même casque. Du coup, le fait qu'il n'a pas la bonne couleur des yeux par rapport à l'image que j'ai mise en guise de comparatif, et la bonne teinte de peau, c'est pas grave, on n'en tient pas compte, car il y a peut-être des mecs qui sont pâles comme lui et qui ont les yeux bleus. Donc on va faire fi de ça. Par contre, la forme du casque, on n'y est pas. Elle est beaucoup trop pointue sur ses extrémités, sur la version de la figurine, et il n'y a aucune subtilité sur la hauteur du front, où normalement on doit avoir un V plus arrondi, comme vous le voyez. Par ailleurs, grossière erreur, on ne voit pas les oreilles, alors qu'elles doivent être apparentes. On doit même un petit peu voir la couleur de ses cheveux. Il y a une grosse absence de détails, même pour une figurine de cette taille. Je suis désolé, ça passe pas. En plus, on le voit, le masque n'est pas assez allongé. C'est un non. Et enfin, les jumeaux Tomax Examot. Je ne sais plus si c'est Tomax ou Xamot, je l'ai déjà dit, que l'on voit là. Les jumeaux qui n'apparaissent donc qu'à partir de la première saison. Et donc il y a eu les 2 premières mini-séries et puis la première saison en 85. Là, je dirais que ça va globalement, à part peut-être le menton qui n'est pas assez appuyé. Sinon, la coiffure est bonne, l'expression du regard fonctionne, la forme de la bouche, du nez, c'est bon. Et pour le jumeau, hormis la cicatrice dont le design n'est pas assez peaufiné, il doit y avoir des petites barrettes par-dessus la cicatrice principale, pardon. Pour le reste, forcément, ce qui fonctionne pour l'un fonctionne pour l'autre. Venons-en au bilan des comparatifs. Pour tirer les conclusions, afin qu'on s'y retrouve, j'ai tenté de regrouper tous les comparatifs sur une seule et même image, car là, ma conclusion pour une fois va être mathématique. J'en ai quand même fait 14. Nous avons donc 9 personnages dans le vert, 4 dans le négatif et 1 que j'ai laissé dans le mitigé. Ça fait donc plus de positifs.
Ok, disons que ça passe pour la ressemblance. Nous allons donc passer au bilan des 7 critères qui définissent la qualité d'une figurine. Et tout ceci consiste en le premier critère des 6 qui définissent la qualité d'une gamme. Nous viendrons aux 5 autres par la suite de la vidéo. Et enfin, le bilan de l'ensemble.